En cette nuit paisible, nous embarquons ensemble pour un voyage à travers la vie d'un homme qui a défié la norme et changé notre regard sur le ciel. Un homme qui a pointé son télescope vers la Lune et les étoiles, découvrant que l'univers est plus vaste et plus étrange que ce que les gens imaginaient. C'est Galilée. Galilée, le père de la science moderne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos voyages paisibles à travers les grands personnages de l'histoire. Et la question pour vous dans les commentaires. Si vous aviez la chance de regarder à travers le premier télescope fabriqué par Galilée, quelle serait la première chose que vous choisiriez d'observer dans le ciel? Par une soirée tranquille de l'hiver dans la ville italienne de Pise, dans une maison modeste qui reflétait les traits du XVIe siècle, naquit un enfant qui allait devenir l'un des plus grands esprits ayant changé le cours de l'histoire. C'était le 15 février de l'an 1564. Personne parmi les habitants de la ville n'aurait imaginé que ce nouveau-né conduirait l'humanité vers une révolution dans sa façon de comprendre le ciel et qu'il deviendrait un symbole de la science et du renouveau et une voix qui défierait l'autorité au nom de la vérité. Ses parents lui donnèrent le nom de Galilée, un nom qui restera gravé dans la mémoire de l'histoire pendant de nombreux siècles. Galilée a grandi dans une famille qui n'était pas riche, mais qui portait en elle un amour pour la musique et les arts. Son père, Vincenzo Galilei, était un musicien professionnel et un excellent joueur de luth, en plus d'être un théoricien de la musique et de l'harmonie. Son père croyait que le monde pouvait être compris à travers les chiffres et les proportions, et que la musique n'était pas seulement des mélodies passagères, mais un système fondé sur des lois mathématiques. Cette idée a semé dans l'esprit du jeune Galilée la conviction que derrière les apparences se cachent des lois invisibles qui attendent d'être découvertes. Dans son enfance, Galilée a vécu dans l'atmosphère de l'Italie, riche de civilisation, où des villes comme Florence et Pise regorgeaient de marchés, de palais et d'églises anciennes. Mais derrière cette beauté se cachait une réalité difficile. Les divisions politiques, la pauvreté et les épidémies qui se propageaient de temps à autre. Au milieu de tout cela, le jeune Galilée grandissait, les yeux pleins de curiosité, contemplant le ciel clair et écoutant le bruit de la mer proche de sa ville, se demandant « Qu'est-ce qui fait briller les étoiles ?» Et pourquoi la lune réapparaît-elle chaque nuit sous une forme différente? Sa mère était une femme pieuse, soucieuse de sa vie spirituelle et lui inculquant les valeurs de l'engagement et de la discipline. Mais, comme beaucoup de mères à cette époque, elle ne se doutait pas que son petit enfant cachait un esprit rebelle qui poserait des questions dépassant la capacité de l'Église à y répondre. Dès ses premières années, Galilée montrait des signes de génie différents. Ce n'était pas simplement un enfant qui jouait avec ses camarades, au contraire, il passait de longues heures à observer les choses autour de lui. Il observait comment la lampe de l'église oscillait lorsque le vent la secouait et se demandait s'il existait une loi cachée régissant ce mouvement. Il observait l'écoulement de l'eau d'une petite fontaine et se demandait pourquoi elle se déplaçait toujours de la même manière. Les questions se bousculaient dans sa tête et grandissaient avec lui jour après jour. Lorsqu'il eut 10 ans, sa famille commença à souffrir de difficultés financières à cause de l'instabilité de la profession de son père. Le jeune Galilée dut alors déménager avec sa famille entre différentes villes, de Pise à Florence. Et partout où il allait, il découvrait un nouveau monde d'expériences. Les marchés, les églises et les ateliers artisanaux étaient tous comme de petits laboratoires dont l'enfant apprenait spontanément. Un jour, alors qu'il se trouvait à l'église avec son père, Galilée remarqua quelque chose d'étrange, une lampe oscillant au gré du vent. Il la surveilla attentivement et compta les battements de son cœur pour mesurer la durée de son oscillation. À sa grande surprise, il découvrit que la durée de l'oscillation restait presque constante, que l'oscillation soit grande ou petite. Cette simple observation a semé dans son esprit l'idée de l'égalité des temps, qui deviendra plus tard un fondement important de la science du mouvement. Ses débuts dans les études n'ont pas été faciles. Il a fréquenté des écoles religieuses où le latin et la théologie étaient au cœur de l'enseignement, mais il n'était pas totalement absorbé par la mémorisation et les rituels religieux, il était plutôt attiré par les arts, en particulier le dessin et la musique. Il jouait habilement du luth comme son père et avait une grande sensibilité à la beauté. Mais la curiosité intellectuelle restait plus forte que tout le reste. Avec le temps, son père remarqua que son fils avait un esprit différent, et il l'encouragea donc à poursuivre ses études.
Mais en même temps, il a essayé de l'orienter vers une profession stable comme la médecine, car la famille avait besoin d'une source de revenus fixe. En effet, à l'âge de 17 ans, il a intégré l'université de Pise pour étudier la médecine, comme le rêvait son père. Mais le cœur de Galilée n'était pas attaché à la médecine. Il était secrètement attiré par les salles de mathématiques et les cours de philosophie naturelle, à l'université de Pise. Un tournant majeur s'est produit dans la vie de Galilée alors qu'il assistait à un cours de géométrie. Il a ressenti une étrange euphorie. Les chiffres, les lignes, les proportions, tout cela lui apparaissait comme un langage secret pour comprendre l'univers. C'est ainsi que son véritable parcours a commencé. Le parcours des mathématiques et de la physique. Il a progressivement abandonné la médecine, malgré l'opposition de sa famille, pour se consacrer aux sciences. À cette époque, Galilée était un jeune homme curieux et infatigable. Il lisait les œuvres d'Aristote, qui restait la référence suprême dans les universités européennes. Mais il ne les lisait pas avec l'œil d'un élève obéissant, mais avec celui d'un sceptique. Il se demandait sans cesse, ce qu'Aristote dit sur la chute des corps, est-il vrai ? Est-il vraiment vrai que les objets lourds tombent plus vite que les légers? Des questions comme celle-ci furent l'étincelle initiale de la rébellion scientifique. Alors que ses camarades étudiaient sérieusement la médecine ou la théologie, Galilée, lui, se perdait dans de longues méditations. Il passait ses nuits à contempler le ciel depuis la fenêtre de sa chambre, imaginant le mouvement des étoiles et des planètes, se demandant si la Terre était vraiment le centre de tout ou s'il existait une autre vérité différente. Ses amis d'enfance le considérèrent parfois comme différent, voire excentrique, mais cela ne le préoccupait pas. Au fond de lui, il savait que quelque chose l'attendait, que sa mission dans la vie n'était pas ordinaire, et qu'il devait suivre cette voie intérieure qui l'appelait à chercher et à découvrir. Galilée grandit en portant dans son cœur un mélange de religiosité traditionnelle, inculquée par sa mère, et de la sensibilité artistique transmise par son père, et de la curiosité scientifique qu'il a développée seul en lui. Ce mélange est ce qui a rendu sa personnalité unique. Un homme qui croit que l'univers est à la fois rempli de beauté et de lois. Et chaque année qui passait, il s'enfonçait davantage dans la lecture et l'expérimentation. Il n'était plus l'enfant qui observait seulement les lampes de l'église et le mouvement de l'eau. Il était devenu un jeune homme qui tentait de formuler les lois qui les régissent. C'est ici que commence un long voyage. Un voyage qui le mènera un jour à affronter l'une des institutions les plus puissantes du monde, l'Église catholique. Mais cette confrontation n'était pas encore arrivée. Car à ce moment de sa vie, Galilée n'était qu'un adolescent animé d'une passion sans limite et des yeux brillants de questions qui allaient changer le cours de l'histoire. Lorsque le jeune Galilée franchit les portes de l'université de Pise, il portait encore les rêves de son père, qui voulait qu'il devienne un médecin réputé, assurant ainsi un avenir confortable à lui et à sa famille. Mais il découvrit rapidement que son cœur n'était pas attiré par l'étude de la médecine, ni par de longues heures passées entre les bocaux de dissection et les remèdes à base de plantes, mais il était attiré par autre chose, les mathématiques et la philosophie naturelle, ces sciences qui explorent les secrets du monde et ses lois dans les amphithéâtres de l'université. Les étudiants s'asseyaient pour écouter avec une grande attention les cours des professeurs qui répétaient les paroles du philosophe grec Aristote. À cette époque, Aristote était la référence suprême. Sa voix résonne à travers les siècles pour façonner la manière dont les gens pensent à la nature, le mouvement et l'univers. Pour la plupart des étudiants, les paroles d'Aristote étaient des vérités incontestables. Mais pour le jeune Galilée, elles n'étaient que des hypothèses à vérifier. Il écoutait son professeur répéter que les objets lourds tombent plus vite que les objets légers. Il haussait les sourcils, se demandant « Est-ce vraiment vrai ? N'est-il pas possible que la nature soit plus simple qu'il ne le dise ?» Galilée sortait des cours accablé de doutes. Il ne comprenait pas comment tout le monde acceptait ses idées sans expérience ni preuve. Il avait hérité de son père un esprit critique et de son enfance une curiosité insatiable. Et un soir, alors qu'il marchait dans les couloirs de l'ancienne université, il se souvint de ce moment de son enfance à l'église lorsqu'il observait le balancement du lustre. Cette scène simple lui avait appris que la nature n'obéit pas toujours à ce qui est écrit dans les livres, mais qu'elle a ses propres lois, que l'on peut observer avec les sens et la raison. C'est alors que Galilée décida de se consacrer non pas à répéter ce qu'avaient dit ses prédécesseurs, mais à tester si cela était vrai ou non. Ce n'était pas chose facile, car Galilée était étudiant dans une institution éducative régie par des traditions strictes
et sortir de l'ordinaire était considéré comme une forme de rébellion, voire de blasphème. Mais sa personnalité obstinée ne lui permettait pas d'abandonner. Il commença à assister à des cours de mathématiques en plus de ses études de médecine, et il se retrouva fasciné par son professeur de mathématiques, Ostilio Ricci, qui lui ouvrit les portes du monde des chiffres et de la géométrie. C'est là que Galilée comprit que les mathématiques étaient le langage secret pour comprendre la nature. Plus il approfondissait ses études, plus il était convaincu que le monde ne pouvait être compris en se fiant uniquement à l'autorité des anciens livres, mais qu'il fallait le soumettre à l'expérimentation. Il passait de longues heures à réaliser de petites expériences avec des moyens rudimentaires. Il laissait tomber différents objets d'une certaine hauteur, observait leurs mouvements et répétait l'expérience de nombreuses fois. Peu à peu, il commença à élaborer une nouvelle théorie qui deviendrait plus tard la pierre angulaire de la physique moderne. La légende raconte que Galilée est un jour monté en haut de la tour penchée de Pise et a jeté des boules métalliques de poids différents pour prouver que les objets tombent à la même vitesse, quel que soit leur poids. Et bien que les historiens doutent de la véracité de cette histoire, l'idée qu'elle illustre est correcte. Galilée s'est rebellé contre Aristote et a décidé que la vérité se découvre par l'expérience, non par l'acceptation aveugle. Durant ses années universitaires, Galilée n'était pas simplement un étudiant qui étudiait le matin et rentrait chez lui. Il menait un combat intérieur entre ce qu'on attendait de lui et ce que désirait son cœur. Son père insistait pour qu'il poursuive des études de médecine afin d'assurer son avenir. Mais le jeune homme se retrouvait de plus en plus absorbé par les calculs et les expériences. Avec le temps, il devint évident qu'il n'allait pas poursuivre la voie de la médecine. Le destin le poussait vers un chemin totalement différent. Malgré sa situation financière précaire, Galilée commença à écrire de courts articles sur des sujets mathématiques et philosophiques. Il n'osait pas encore déclarer ouvertement son rejet total d'Aristote, mais il laissait entrevoir de nouvelles idées, comme lorsqu'il suggérait que le mouvement pouvait être expliqué de manière plus simple que ne l'avaient imaginé les anciens. Durant cette période, il se lia d'amitié avec certains de ses camarades qui admiraient son audace, mais d'autres le considéraient comme prétentieux et turbulent. Le jeune Galilée n'avait pas peur de susciter la controverse, bien au contraire. Il prenait plaisir à se tenir devant ses professeurs et à leur poser des questions embarrassantes, comme par exemple, si un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger, pourquoi ne l'ai-je pas remarqué lorsque j'ai essayé moi-même? Ces questions mettaient certains enseignants en colère, mais elles montraient en même temps qu'un nouvel esprit commençait à se former entre les murs de l'université. Pendant son temps libre, il se consacrait à la contemplation de la nature. Il s'asseyait sur les rives de l'Arno, tout près. Il observait l'écoulement de l'eau et se demandait si elle obéissait à des lois particulières. Il regardait les oiseaux dans le ciel et réfléchissait à la force qui les maintenait en l'air. Il avait le sentiment que le monde était un livre ouvert et qu'il lui suffisait d'apprendre la langue de ce livre, les mathématiques. Et à chaque expérience qu'il menait, et à chaque idée qu'il consignait dans ses notes, il s'éloignait un peu plus de la médecine et se rapprochait davantage de la physique. Finalement, il a dû abandonner ses études de médecine, une décision qui a été un choc pour son père, mais qui a marqué le véritable début du chemin de Galilée. Cette période n'a pas été de simples années d'études passagères, mais le début d'une révolution intellectuelle silencieuse. C'est là que Galilée a appris la leçon la plus importante de sa vie. L'autorité n'est pas la source de la vérité, mais que l'expérience et la raison sont les véritables guides. Cette leçon deviendra plus tard son arme face à la plus grande puissance d'Europe, l'Église. Ainsi, le jeune Galilée quitta l'université de Pise, non pas en tant que médecin comme le voulait son père, mais en tant que jeune scientifique, porteur d'un appel intérieur à défier l'ordre établi. Il ne savait pas encore que ce chemin le mènerait à de grands affrontements, mais il savait une chose. Il était né pour chercher la vérité, quel qu'en soit le prix. Après avoir abandonné la médecine, Galilée s'est tourné vers les mathématiques et la philosophie naturelle, et les années suivantes furent décisives dans sa formation scientifique et intellectuelle. Le chemin n'était pas facile, car il a dû faire face à des difficultés financières et à des pressions familiales. Mais son talent unique n'a pas tardé à attirer l'attention. Et grâce aux recommandations de ses professeurs, il a obtenu une opportunité d'enseigner à l'université de Padoue, l'une des universités les plus prestigieuses d'Italie à l'époque et l'un des centres intellectuels les plus dynamiques d'Europe. À cette époque,
Padoue était sous le contrôle de la République de Venise, réputée pour son ouverture relative par rapport aux autres villes directement soumises à l'autorité de l'Église. Cette ouverture a eu un impact considérable sur la liberté de Galilée, car elle lui a permis de s'exprimer et d'expérimenter sans trop craindre la censure, du moins au début de sa carrière. Lorsque Galilée est arrivé à Padoue en 1592, il avait alors 28 ans, un jeune homme animé d'une grande ambition et d'un esprit sans repos. Il fut nommé professeur de mathématiques, un poste qui n'était pas aussi prestigieux que la médecine ou le droit, mais qui suffisait à lui ouvrir des portes et à lui offrir une tribune pour influencer dans les amphithéâtres de l'université. Galilée commença à enseigner la géométrie, la trigonométrie et l'astronomie théorique. Ses cours étaient remarquables, différents de ce qui se faisait habituellement. Il ne se contentait pas de répéter les paroles des anciens, mais il y ajoutait ses propres expériences et observations. Il dessinait des figures géométriques au tableau, puis sortait des instruments simples pour montrer à ses étudiants comment les objets se déplacent et comment on peut prédire leur trajectoire. Sa réputation de professeur brillant ne tarda pas à se répandre. Des étudiants de toute l'Italie venaient assister à ses explications. Ils étaient impressionnés par sa capacité à rendre les mathématiques vivantes et concrètes, et non de simples chiffres figés. Il insufflait un nouvel esprit aux sciences, un esprit pratique et expérimental. Mais l'enseignement n'était pas sa seule source de revenus, car Galilée s'est retrouvé obligé d'inventer d'autres moyens pour subvenir à ses besoins, d'autant plus qu'il devait subvenir aux besoins de sa famille après le décès de son père. C'est ainsi qu'il commença à fabriquer des instruments géométriques et mécaniques qu'il vendait aux nobles et aux étudiants. Parmi ces instruments figurait la boussole géométrique militaire, un outil pouvant être utilisé pour viser les canons et mesurer les distances. Ces inventions ne lui apportèrent pas seulement de l'argent, mais renforcèrent aussi sa réputation de scientifique pratique, capable d'appliquer les mathématiques à la vie quotidienne. Au cours de ces années, Galilée commença également à fonder une famille non conventionnelle. Il eut une relation avec une femme nommée Marina Gamba, avec qui il eut 3 enfants. Il ne s'est pas marié officiellement en raison des différences sociales, mais il resta attaché à elle et à ses enfants. Plus tard, il envoya ses 2 filles dans un couvent, tandis que son fils unique resta avec lui. Ces détails personnels révèlent le côté humain de Galilée, un homme qui vit les luttes du quotidien comme n'importe qui, en plus de ses grandes ambitions scientifiques. Et malgré son engagement dans l'enseignement et la fabrication d'instruments, son esprit curieux n'a jamais cessé de s'interroger. Il réfléchissait jour et nuit aux lois du mouvement, à la chute des corps et à la nature de l'univers. Il lisait sans cesse, il expérimentait et écrivait ses observations. Peu à peu, il posait les bases de la physique moderne sans se rendre pleinement compte qu'il allait changer toute l'histoire de la science. L'un des aspects étonnants de la personnalité de Galilée à cette époque est son courage intellectuel. Il n'avait pas peur de contredire Aristote dans les amphithéâtres. Il disait à ses élèves que les livres seuls ne suffisent pas. Nous devons interroger la nature elle-même. Pour lui, l'expérience est le juge ultime. Et si l'expérience dit quelque chose de différent des livres, il faut suivre la nature, pas les textes. Cette attitude était révolutionnaire à son époque. La plupart des savants se considéraient comme les héritiers d'Aristote et de Ptolémée, répétant leurs paroles et les mémorisant comme s'il s'agissait de textes sacrés. Quant à Galilée, il estimait que respecter les anciens ne signifiait pas accepter tout ce qu'ils disaient sans critique. C'est cet esprit critique qui l'a placé au seuil d'une grande révolution scientifique. Et c'est aussi à Padoue qu'il entendit pour la première fois parler d'une petite invention venue de Hollande. Un tube permettant d'agrandir les objets lointains. Ce n'était pas encore la forme du télescope que nous connaissons, mais cela a fortement éveillé sa curiosité. Galilée pensa, « Si je parviens à améliorer cet appareil, qu'est-ce que je pourrais voir dans le ciel avec? Vais-je voir ce que personne n'a jamais vu auparavant ?» Cette idée fut la graine qui allait rapidement grandir et devenir la cause de sa renommée mondiale et de son grand affrontement avec l'Église. Mais avant cela, Galilée vécut à Padoue une vie remplie de cours, de conférences et de petites inventions, jusqu'au jour où il posa pour la première fois son œil sur la Lune à travers son télescope. Les années passées à Padoue furent pour Galilée un immense laboratoire. Un laboratoire dont les murs ne se limitaient pas aux salles de l'université, mais s'étendait aussi à son petit atelier et au ciel nocturne étoilé. À cette étape, il commença réellement à se forger une nouvelle vision du monde. Un monde que l'on peut comprendre par la raison, mesurer par les mathématiques et découvrir par l'expérience.
Durant ces années, Galilée était comme une rivière souterraine qui accumulait sa force en silence, attendant le moment où elle jaillirait pour changer le cours de toute l'histoire scientifique. Au début du XVIIe siècle, alors que Galilée poursuivait son enseignement à l'université de Padoue, une étrange nouvelle commença à se répandre en Europe, dans les Pays-Bas, en Hollande. On disait qu'un fabricant de lunettes avait inventé un simple tube capable d'agrandir les objets lointains. Ce tube n'était rien de plus que 2 lentilles fixées dans un cylindre en bois, mais il ne tarda pas à éveiller la curiosité des rois, des marchands et des savants, tous à la fois. Lorsque Galilée entendit parler de cette invention, il ne put trouver le sommeil en paix. Son esprit curieux se mit à se demander si ce tube pouvait rapprocher les objets lointains sur Terre, pourquoi ne pas l'utiliser pour observer le ciel? Qu'est-ce qu'il pourrait révéler s'il était dirigé vers la Lune ou les planètes? Galilée ne se contenta pas d'entendre la nouvelle. Au contraire, il s'assit dans son atelier et rassembla des lentilles fabriquées par lui-même et par d'autres, et il commença des expériences sans fin. Encore et encore, il testait différentes combinaisons, ajustait les distances entre les lentilles et polissait le verre de ses propres mains. Après des semaines de travail, il réussit à fabriquer son premier télescope personnel. C'était un appareil rudimentaire, mais il était plus puissant que le modèle hollandais. Et à chaque amélioration, son champ de vision s'élargissait et le grossissement devenait plus net. Lorsque Galilée dirigea son télescope vers les bâtiments lointains ou vers les bateaux sur la mer Adriatique, il ressentit une joie immense. Il voyait désormais des détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. Mais la plus grande surprise n'était pas encore arrivée. Par une nuit claire de l'an 1609, il décida de pointer le tube vers le ciel. Ce qu'il vit cette nuit-là changea sa vie et l'histoire de la science tout entière. La première chose qui attira son attention fut la Lune. Pendant des siècles, les gens pensaient que la Lune était un astre céleste parfait, à la surface lisse et sans défaut, comme l'avait décrit le philosophe Aristote. Mais l'œil de Galilée vit quelque chose de totalement différent. Il vit des montagnes, des collines et de profonds cratères. Il constata que la Lune n'était pas une sphère parfaite, mais un monde plein de reliefs, semblable à la Terre elle-même. Il écrivit dans ses mémoires, stupéfait, que la surface de la Lune n'est pas lisse comme le croient les philosophes, mais remplie de hauteurs et de vallées, tout comme la surface de la Terre. Cette seule observation suffisait à ébranler l'un des piliers de la pensée aristotélicienne. L'idée traditionnelle refusait que les corps célestes soient radicalement différents de la Terre. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée à la Lune. Lorsque Galilée dirigea sa lunette vers la planète Jupiter, il remarqua quelque chose de stupéfiant. De petits points lumineux à côté de la planète se déplaçaient d'une nuit à l'autre. Et après plusieurs jours d'observation continue, il comprit qu'il s'agissait de lunes en orbite autour de Jupiter. 4 lunes distinctes tournaient autour de la planète sur leurs orbites. Cette découverte fut un choc pour le monde entier, car l'idée dominante à l'époque, selon le système de Ptolémée et d'Aristote, était que tout dans le ciel devait tourner autour de la Terre. Mais les lunes de Jupiter ont prouvé qu'il existe des corps célestes qui tournent autour d'un autre astre que la Terre. C'était là une preuve solide que la Terre n'est pas le seul centre de mouvement dans l'univers. Il dirigea ensuite son télescope vers la planète Vénus et observa ses phases, exactement comme celles de la Lune. Ces phases ne peuvent s'expliquer que si Vénus tourne autour du Soleil et non autour de la Terre. Ainsi, Galilée trouva une nouvelle preuve confirmant la théorie de Copernic selon laquelle c'est le Soleil et non la Terre qui est le centre du système solaire. Il découvrit également que la Voie lactée, cette bande blanche qui traverse le ciel, n'est pas simplement une brume lumineuse comme le pensèrent les anciens, mais qu'elle est composée de milliers et de milliers de petites étoiles. Son télescope a ouvert une fenêtre sur la grandeur et l'immensité de l'univers. Chaque nuit, il s'asseyait pendant de longues heures à observer attentivement le ciel et à dessiner ce qu'il voyait. L'univers n'était plus tel qu'il l'imaginait. Ce n'était plus une petite sphère ordonnée tournant autour de la Terre, mais un espace immense rempli de mondes régis par des lois encore incomprises. En 1610, Galilée publia ses découvertes dans un petit livre intitulé « Le messager des étoiles », Sidereus Nuncius. Ce livre fut comme un séisme en Europe. Il se répandit rapidement et fut lu par des savants, des nobles et même des hommes d'église. Galilée y annonçait que la Lune était couverte de montagnes, que Jupiter avait des lunes et que le ciel n'était pas tel qu'Aristote l'avait imaginé. Le livre suscita l'admiration de beaucoup. Mais en même temps, il déclencha une tempête de controverses.
Certains savants conservateurs refusèrent même de regarder à travers le télescope. Ils disaient, si les propos d'Aristote sont vrais depuis des siècles, pourquoi aurions-nous besoin d'un tube de verre pour les remettre en question? Certains sont même allés jusqu'à prétendre que ce que voyait Galilée n'était qu'une illusion d'optique. Malgré tout, il était impossible pour tout le monde d'ignorer ces nouvelles vérités. La lunette devint un instrument révolutionnaire. Très vite, les universités et les rois commencèrent à en commander des exemplaires. Et la renommée de Galilée se répandit comme l'homme qui avait dévoilé les secrets du ciel. Mais derrière cette gloire scientifique, une lourde menace se profilait, car ce que Galilée avait découvert n'était pas de simples trouvailles astronomiques, mais constituait une menace directe pour la pensée religieuse dominante. L'Église catholique s'accrochait fermement à l'idée que la Terre était le centre de l'univers, car cela concordait avec certaines interprétations de la Bible. Quant à l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, elle était considérée comme une hérésie. À ce moment-là, Galilée ne pensait pas beaucoup aux conséquences. Il était fasciné par la beauté de l'univers et la grandeur de ce qu'il voyait. Il était comme un enfant ayant trouvé un trésor, désireux de partager ses découvertes avec tout le monde. Il ne s'imaginait pas que ces découvertes le placeraient, des années plus tard, face à l'Inquisition. Le moment où Galilée a levé sa lunette vers le ciel ressemblait à l'ouverture d'une nouvelle porte pour l'humanité. Il a offert au monde de nouveaux yeux et a permis à l'homme de voir l'univers comme il ne l'avait jamais vu auparavant, et ce qu'il a vu a tout changé. Notre conception de la Terre, du ciel, de notre place dans cet immense univers. Ainsi, à travers un petit tube et 2 lentilles, Galilée a redéfini la relation de l'homme avec l'univers. Le monde n'était plus un lieu fermé et simple, mais il est devenu un vaste espace attendant d'être découvert. En cette nuit paisible, nous suivons le voyage de Galilée, l'homme qui a ouvert les yeux de l'humanité sur les secrets du ciel. Mais chaque découverte le rapprochait un peu plus du danger. Lorsqu'il publia son livre, Le Messager des étoiles, sa renommée se répandit dans toute l'Europe. Les gens se sont divisés en 2 camps. Un camp était fasciné par ce que son télescope avait révélé, et l'autre, en colère, refusait de voir quoi que ce soit de nouveau. Pour Aristote, la Lune était un monde parfaitement sphérique. Mais Galilée a dit « Non, la Lune est pleine de montagnes, pleine de cratères, elle ressemble à la Terre elle-même. Et Jupiter n'était qu'une planète solitaire. » Mais Galilée a dit « Non, Jupiter a 4 lunes qui tournent autour de lui. » Et Vénus était un astre fixe dans le ciel. Mais Galilée a révélé qu'elle avait des phases comme la Lune et qu'elle tournait autour du Soleil. Toutes ces découvertes étaient des flèches qui atteignaient le cœur de la philosophie ancienne. Plus grave encore, elles remettaient aussi en cause l'interprétation de l'Église des Écritures. À cette époque, l'Église catholique considérait que la Terre était immobile au centre et que le Soleil et les étoiles tournaient autour d'elle. Ce n'était pas seulement une conception scientifique, mais une partie de la doctrine. Mais Galilée, avec des yeux brillants derrière le télescope, voyait autre chose. Il voyait que la Terre n'était pas le centre, mais une petite planète qui tourne autour du Soleil comme les autres. Galilée a commencé à parler publiquement. Il a commencé à expliquer ses découvertes aux étudiants, aux nobles, aux princes. Ces nouvelles sont parvenues à Rome, la capitale de l'Église. Là-bas, certains cardinaux ont commencé à chuchoter. Cet homme est dangereux. Cet homme détruit l'ordre auquel nous avons cru pendant des siècles. Et avec le temps, la controverse s'est intensifiée. Certains étaient fascinés par l'audace de Galilée, tandis que d'autres étaient en colère, le voyant comme un rebelle contre la vérité divine. En 1616, l'Église le convoqua pour la première fois. Il s'assit devant une commission de théologiens qui ouvrirent les livres de Copernic devant lui et dirent « Dire que la Terre tourne autour du Soleil est une hérésie. Cela ne doit pas être diffusé. » Galilée tenta de se défendre. Il dit calmement « Je ne parle pas de religion. Je regarde simplement le ciel et l'expérience me dit ce que je vois. Je ne peux pas nier ce que voient mes yeux. » Mais la commission n'était pas convaincue. L'Église rendit une décision. Le système solaire tel que présenté par Copernic est interdit. Et il est demandé à Galilée de se taire. La décision fut difficile, mais Galilée n'était pas du genre à rester silencieux longtemps. Dans les années qui suivirent, il essaya de garder le silence en public. Mais au fond de lui,
Il restait convaincu de ce qu'il avait vu et il continua d'écrire, de prendre des notes et d'enseigner secrètement à ses élèves. Les années passèrent et l'année 1623 arriva. Un nouveau pape fut élu, le pape Urbain VIII. C'était un homme cultivé, passionné de science, et il connaissait personnellement Galilée. Galilée pensa que c'était une nouvelle opportunité, une occasion de parler plus librement. Il commença donc à écrire un nouveau livre, un livre dans lequel il rassemblerait les arguments de l'ancien système et ceux du nouveau, et les mettrait en dialogue entre trois hommes. En 1632, il publia son livre « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde ». Le livre était rempli d'arguments, d'exemples et d'observations, et à la fin, il penchait clairement du côté de Copernic, du côté du Soleil, pas de la Terre. Le livre se répandit rapidement. Les gens l'ont aimé parce qu'il était écrit dans une langue claire, pas seulement dans le langage des savants, mais dans une langue que tout le monde pouvait comprendre. Mais à Rome, l'effet du livre fut comme un séisme. L'Église y vit un défi direct, et le pape lui-même sentit que Galilée se moquait de lui de façon indirecte. Il ne fallut pas longtemps avant que Galilée soit de nouveau convoqué à Rome. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple débat, mais d'un procès officiel devant l'Inquisition. En 1633, Galilée s'assit, alors qu'il avait 70 ans, devant des juges vêtus de robes noires. Ils l'accusèrent. « Tu as propagé l'hérésie. Tu as défendu l'idée que la Terre tourne autour du Soleil. » Galilée tenta de s'expliquer. Il dit « J'en ai parlé comme d'une hypothèse mathématique, pas comme d'une vérité absolue. » Mais les juges ne furent pas convaincus et lui demandèrent de se rétracter publiquement, de renier ce qu'il avait écrit. Dans un moment douloureux, Galilée s'inclina et annonça sa rétractation. Il dit d'une voix fatiguée « Je me repens et je nie que le Soleil soit le centre de l'univers. » Mais la légende raconte que, quittant la salle, il murmura quelques mots. Et pourtant, elle tourne. Qu'il l'ait vraiment dite ou non, l'écho de ces mots a résonné à travers les siècles. Car la vérité ne peut être éteinte à jamais. Après le procès, Galilée fut assigné à résidence. Il n'était plus libre de sortir ni de donner des conférences. Mais même dans sa prison domestique, il continua d'écrire et de réfléchir. Dans le calme de ses dernières soirées, il s'asseyait près de sa fenêtre, fixant le ciel de ses yeux fatigués, et murmurait pour lui-même « J'ai vu de mes propres yeux que l'univers est plus vaste que ce qu'ils prétendent. » C'est ainsi que ses découvertes se sont transformées en affrontements avec l'institution la plus puissante d'Europe. Mais malgré les restrictions et le silence imposés, son héritage a continué de se transmettre dans les esprits, génération après génération. Après son procès en 1633, Galilée n'était plus l'homme libre que l'Italie avait connu auparavant. Il est sorti de la salle du tribunal de l'Inquisition brisé. Un vieil homme de 70 ans qui ne possédait plus que sa voix éraillée et son regard qui continuait de scruter le ciel. Mais l'Église a décidé de faire taire cette voix. Elle lui ordonna la résidence surveillée, loin de sa ville animée, dans une petite villa près de Florence. La prison n'était pas une cellule sombre, mais c'étaient des murs silencieux qui entouraient un monde auquel Galilée ne pouvait plus participer désormais. Il ne pouvait plus donner de conférences, ni voyager pour présenter ses idées, ni parler à ses étudiants dans les amphithéâtres des universités. Tout ce qui lui restait, c'était du papier, de l'encre et une petite fenêtre donnant sur la nuit. Dans ce silence, il écrivait. Il consignait ses idées sur le mouvement, sur les corps qui tombent, sur les forces qui font bouger les choses. Il lui avait interdit de parler du soleil et de la terre, mais il n'avait pas pu l'empêcher de réfléchir aux lois mêmes de la nature. Durant cette période, il écrivit l'un de ses livres les plus importants, Dialogue et preuves mathématiques concernant deux sciences nouvelles. Ce livre ne portait pas sur l'astronomie, mais sur les fondements mêmes de la physique. Il y posa les premières bases de la cinématique et de la mécanique des corps, des bases sur lesquelles Newton bâtirait des décennies plus tard. Galilée expliquait comment les corps se déplacent, comment ils accélèrent en tombant, et comment les forces se transmettent à travers les poutres et les cordes. Il écrivait dans un langage mathématique précis, tout en adoptant un ton dialogué qui donnait au lecteur l'impression d'être assis à ses côtés, écoutant une conversation paisible. Mais l'ironie douloureuse,
c'est que cette œuvre magistrale fut diffusée en Europe en secret. Sa publication fut interdite en Italie et il fut donc imprimé aux Pays-Bas, loin des regards de l'Église. De là, ces copies commencèrent à se répandre parmi les savants, portant l'empreinte du nom de Galilée jusque dans les universités d'Europe. Dans ces dernières années, Galilée devint aveugle. Les yeux qui avaient observé les montagnes de la Lune et les lunes de Jupiter étaient désormais incapables de voir la lumière. Il s'asseyait dans sa chambre, touchant les murs de ses mains, laissant à son esprit le soin de lui dessiner l'image de l'univers qu'il ne voyait plus. Pourtant, il ne s'arrêta pas, même devenu aveugle. Il continuait à dicter à ses élèves tout ce qui lui traversait l'esprit. Son élève fidèle Vincencio écrivait ses paroles ligne après ligne, comme une flamme transmise de génération en génération. Ces années furent physiquement éprouvantes, mais elles n'éteignirent pas l'étincelle de curiosité qui l'animait. Il disait à ses élèves « Ils m'ont pris ma liberté, mais ils n'ont pas pu prendre mon esprit. » Et en l'an 1642, par une froide nuit de janvier, Galilée rendit l'âme après un long voyage. Il mourut dans le silence, loin des célébrations et des honneurs. Mais l'écho de ses idées commençait déjà à résonner dans toute l'Europe. Des siècles après sa mort, l'Église reconnut son erreur et déclara que Galilée avait raison. Mais cet aveu arriva trop tard, alors que son héritage les avait déjà devancés, emplissant les livres de science et illuminant l'esprit des chercheurs. Ainsi s'acheva la vie de Galilée, non pas comme un vaincu, mais comme une icône. Ils ont essayé de le faire taire, mais chaque ligne qu'il a écrite est devenue un témoignage que la vérité, même assiégée, trouvera toujours son chemin vers la lumière. Lorsque le soleil de Galilée s'est couché en 1642, son départ n'a pas été simplement la fin d'une vie, mais le début d'un nouveau chemin pour la science. Il a laissé derrière lui un télescope simple, des carnets remplis d'observations et des idées modestes qui, pour certains, semblaient n'être que des murmures. Mais elles étaient des étincelles qui ont déclenché des révolutions intellectuelles à travers les siècles. En Allemagne, il y avait un autre homme qui regardait le ciel avec un regard différent. Son nom était Johannes Kepler. Quelques années avant la mort de Galilée, Kepler avait déjà commencé à tracer les orbites des planètes et avait formulé des lois mathématiques décrivant comment elles se déplacent autour du Soleil. Mais les idées de Kepler n'avaient pas trouvé quelqu'un pour les confirmer par l'expérience visuelle, comme l'avait fait Galilée. Le travail de Galilée constituait la preuve concrète que les planètes n'obéissent pas à des imaginations, mais à des lois strictes que l'on peut observer. Ainsi, la vision mathématique de Kepler a rencontré l'œil observateur de Galilée, formant un mélange qui allait conduire le monde vers une révolution encore plus grande. Quelques années après la mort de Galilée, un enfant naquit en Angleterre, destiné à porter le flambeau de la science à un niveau jamais atteint par l'humanité. Cet enfant, c'était Isaac Newton, comme si l'univers avait soigneusement arrangé les choses. Car la même année où Galilée s'est éteint, une nouvelle flamme s'est allumée dans le Lincolnshire. En grandissant, Newton lut et médita les écrits de Galilée. Il trouva dans sa description du mouvement des corps une base solide sur laquelle il pouvait construire. Il a pris l'idée de la chute accélérée des corps et celle de l'inertie, et les a transformées en lois mathématiques générales, devenant ainsi les 3 lois du mouvement que chaque élève dans le monde continue d'apprendre aujourd'hui. Newton disait humblement « Si j'ai vu plus loin que les autres, c'est parce que je me suis tenu sur les épaules de géants. » Et l'un de ces géants était Galilée. Mais l'héritage de Galilée ne s'est pas limité à la physique et à l'astronomie, il a aussi changé la manière même de penser. Avant Galilée, les philosophes avaient tendance à s'appuyer sur l'autorité ancienne, sur les paroles d'Aristote et les livres sacrés. Mais Galilée a introduit une nouvelle méthode. Regarde de tes propres yeux, expérimente par toi-même. Ne te contente pas de ce que disent les autres. Cette méthode simple a été la clé qui a ouvert la porte à la science moderne. Après lui, les scientifiques se sont tournés vers la nature pour en extraire les lois, au lieu de débattre des anciens textes. Grâce à cette transformation, est née ce que nous appelons aujourd'hui la méthode scientifique expérimentale. C'est la méthode avec laquelle nous mesurons les phénomènes.
Nous concevons des expériences, nous notons les résultats, puis nous les vérifions encore et encore. C'est cela qui a fait passer la science d'un débat philosophique à une véritable force capable de changer la face du monde. Au cours des décennies suivantes, la grande révolution scientifique a commencé. Les observatoires astronomiques se sont agrandis, les mathématiques sont devenues un langage précis pour comprendre la nature, et la société européenne a commencé à voir que l'univers n'était pas un secret fermé, mais un livre ouvert que l'on peut lire page après page. Galilée a planté la graine et Kepler l'a arrosée avec ses équations, puis Newton est venu récolter les fruits et les transformer en un système global expliquant à la fois la Terre et le ciel. Mais l'influence de Galilée s'est étendue au-delà des scientifiques. Même des philosophes comme Descartes et Bacon ont trouvé dans son expérience la preuve que l'homme pouvait défier les contraintes intellectuelles. Il est devenu un symbole de courage intellectuel, de l'homme qui n'a pas eu peur de dire « j'ai vu quelque chose de différent ». Et aujourd'hui, lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous ne voyons pas seulement les étoiles et les planètes, mais nous voyons aussi les traces de ce vieil Italien qui, assis seul devant un petit télescope, nous a tracé une nouvelle voie pour comprendre l'univers. L'héritage de Galilée n'est pas seulement fait de livres ou d'équations. C'est une façon de vivre, une manière de regarder le monde, une manière qui nous dit que la vérité peut être difficile et peut provoquer la colère des puissants, mais qu'elle existe pour celui qui la cherche. Et en ce sens, Galilée est toujours vivant parmi nous chaque fois que nous regardons le ciel, chaque fois que nous ouvrons un livre de physique, et chaque fois que nous mettons une idée à l'épreuve au lieu de simplement la répéter. Lorsque les découvertes de Galilée ont commencé à se répandre en Europe, ce n'était pas de simples observations sur les planètes et les étoiles. C'était le début d'un séisme culturel qui allait transformer la vie de sociétés entières. À cette époque, l'Europe se remettait encore de longs siècles de guerres religieuses et de conflits intellectuels, où la tradition dominait les esprits et où l'homme continuait d'interpréter le monde à travers ce qu'il avait hérité, non à travers ce qu'il voyait. Mais soudain, une nouvelle ère est arrivée, l'ère de la science. Les gens levaient les yeux vers le ciel et pensaient qu'il s'agissait d'une petite voûte ornée d'étoiles fixes. Puis le télescope est venu révéler que l'univers était bien plus vaste qu'il ne l'imaginait. Cette découverte n'a pas seulement changé l'image du ciel, mais elle a aussi changé la vision que l'homme avait de lui-même. Les humains ont longtemps vécu en croyant que la Terre était le centre de l'existence et que tout tournait autour d'eux. Mais lorsque la science a prouvé que la Terre n'était qu'une petite planète, l'homme a commencé à prendre conscience de sa modestie dans cet immense univers. Cette humilité intellectuelle fut le début d'une nouvelle sagesse, le début de la libération des illusions de centralité. Et avec la diffusion de la méthode scientifique, l'enseignement dans les universités a changé. Les professeurs ne se contentaient plus de lire et de répéter les livres d'Aristote. Ils ont commencé à expérimenter, à tester, à mesurer. Les instruments ont commencé à entrer dans les salles de classe. Des télescopes, des pompes à air, des horloges précises pour mesurer le temps. Les étudiants ont commencé à apprendre par la vue et la main, et non plus seulement par la parole. Et dans les villes, des sociétés scientifiques ont commencé à apparaître. À Londres, la Royal Society a été fondée. Et à Paris, l'Académie des sciences a été créée. Ces sociétés étaient des lieux où les savants se réunissaient pour échanger leurs idées, loin de la peur et de la censure. Les débats sont devenus publics, la recherche est devenue collective et les découvertes se sont accélérées à un rythme que le monde n'avait jamais connu auparavant. La révolution scientifique n'a pas seulement transformé les universités, elle a aussi changé l'économie. Avec l'avancée des connaissances, les inventions ont commencé à apparaître. La boussole, les navires perfectionnés et les horloges précises ont tous contribué aux expéditions maritimes, qui à leur tour ont ouvert les portes du commerce entre les continents. Ainsi, la science est devenue une force matérielle et non plus seulement une idée. Dans la société, les gens ont commencé à sentir que le monde n'était plus un mystère impénétrable. Chacun est devenu capable de s'interroger et de chercher par lui-même. La question de savoir comment fonctionne l'univers n'était plus réservée aux prêtres ou aux philosophes. Tout esprit curieux pouvait désormais participer, poser une question ou tenter une expérience. Cette transformation a aussi changé la philosophie et la religion.
La foi n'était plus comprise uniquement de la manière ancienne, mais certains ont commencé à penser que la science et la religion pouvaient avancer ensemble, chacune dans son domaine. La philosophie est devenue plus ouverte. Elle essaie de concilier la raison et l'expérience avec l'esprit et le monde matériel. Et lentement, l'Europe a commencé à sortir de l'obscurité du Moyen-Âge pour entrer dans une nouvelle ère, l'ère des Lumières. La raison est devenue un outil sacré, et la science un moyen de comprendre la nature au lieu d'en avoir peur. Toutes ces transformations ont pris racine à ce moment simple où Galilée a pointé sa lunette vers la Lune et a vu des montagnes que personne n'avait jamais vues auparavant. Et à partir de cet instant, tout le continent a changé. La vision que l'homme avait de lui-même a changé, et son parcours sur cette terre aussi. La révolution scientifique a allumé une étincelle qui ne s'est jamais éteinte jusqu'à aujourd'hui. Une étincelle qui a permis à l'homme de dépasser ses anciennes limites et de commencer sa grande aventure pour comprendre l'univers. Après que la révolution scientifique eut illuminé le ciel de l'Europe au XVIIe siècle, ses répercussions ne se sont pas arrêtées aux frontières des observatoires astronomiques ou des universités. Une nouvelle aventure a alors commencé, une aventure qui s'est étendue des carnets de Galilée, Kepler et Newton jusqu'aux usines, aux machines et aux réseaux qui nous entourent aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, avec les débuts de l'ère des Lumières, la science est devenue une langue commune entre penseurs et philosophes. Elle n'était plus seulement un moyen de connaître le ciel, mais elle est devenue un outil pour expliquer toutes choses, la nature, la société et même l'être humain lui-même. La méthode expérimentale instaurée par Galilée et approfondie par Newton est devenue la base sur laquelle chaque chercheur construit sa propre méthode. Puis vint la révolution industrielle et la science en fut le carburant. Les lois que Newton avait écrites sur le papier se sont transformées en machines à vapeur, propulsant navires et trains. Des équations simples sont devenues d'immenses usines qui ont changé la vie de millions de personnes. La science est ainsi passée du ciel à la terre, des télescopes aux roues et aux machines. Et au XIXe siècle, la porte s'est ouverte à de nouvelles sciences. L'électricité et le magnétisme se sont transformés en moteurs illuminant les villes. La chimie a transformé l'agriculture, la médecine et l'industrie. La biologie a commencé à dévoiler les secrets de la vie, de la cellule à la théorie de l'évolution. Tout cela était un fruit lointain mais dont les racines étaient claires, semées par les premiers pionniers de la science. Et lorsque le monde est entré dans le XXe siècle, la science est devenue une force irrésistible, de la relativité avec Einstein à la mécanique quantique, jusqu'à la conquête de l'espace. Toutes ces avancées reposaient sur le principe que l'homme peut comprendre l'univers grâce aux mêmes lois que Galilée a observées dans la chute des corps. La science est devenue un langage universel, que tous les humains parlent, quelle que soit leur langue ou leur culture. Mais la science n'a pas seulement transformé la technologie, elle a aussi changé notre façon de penser. Les gens ont commencé à voir le monde comme un réseau de causes et d'effets. Le mystère n'était plus le maître de la situation, mais la question. L'expérimentation et l'essai sont devenus la voie pour comprendre toute chose. Cette méthode a rendu les sociétés plus audacieuses et plus prêtes à remettre en question les idées anciennes. Et aujourd'hui, alors que nous vivons à l'ère de la technologie, nous suivons toujours le même chemin tracé par ces pionniers. Lorsque nous tenons un smartphone, prenons l'avion ou communiquons via Internet, nous utilisons dans notre vie quotidienne le fruit d'un voyage qui a commencé lorsque Galilée a levé sa lunette vers le ciel. La petite étincelle s'est transformée en une grande flamme. Les observations simples sont devenues un réseau complexe de sciences qui nous entoure de toutes parts, de la plus petite particule à la galaxie la plus lointaine. L'univers est devenu un livre ouvert devant nos esprits. Et malgré tout ce progrès, l'essence de l'histoire demeure la même. C'est la passion de l'homme pour la connaissance. Cette passion qui a poussé un vieil Italien à fixer la Lune il y a 4 siècles et à écrire ce qu'il voyait sur du papier jauni. Cette même passion anime aujourd'hui les scientifiques qui envoient des sondes vers Mars et cherchent la vie parmi les étoiles. L'héritage de la révolution scientifique n'a pas été seulement un changement dans les livres, ni une simple évolution des machines, mais un bouleversement dans l'âme humaine elle-même. Nous avons appris à questionner, à expérimenter, à remettre en question.
Et nous avons compris que l'univers est plus vaste que nos rêves et plus beau que nos peurs. En ce moment paisible de la nuit, nous arrivons ensemble à la fin de notre long voyage avec Galilée. Un voyage qui s'est étendu de son enfance à Pise jusqu'à son procès à Rome, puis à ses dernières années d'isolement jusqu'à l'empreinte qu'il a laissée sur l'histoire de l'humanité. Galilée était bien plus qu'un simple savant. Il était un symbole de transformation, une voix du changement, un regard qui a défié les limites de la vision humaine. Lorsqu'il a levé la lunette vers le ciel, il ne voyait pas seulement les étoiles et les planètes, mais il entrevoyait un nouvel avenir pour la connaissance. Un avenir où la vérité se fonde sur l'expérience et non sur la tradition, sur la preuve et non sur la controverse. L'histoire de Galilée porte en elle un moment profondément humain. Un moment de lutte entre ce que l'on voit de ses propres yeux et ce qu'on lui demande de croire sans discussion. Il a vécu ce conflit avec sincérité et en a payé le prix fort. Mais c'est à travers sa souffrance qu'une nouvelle ère scientifique est née. Lorsque nous contemplons aujourd'hui son héritage, nous ne le voyons pas seulement dans les lois du mouvement ou dans les méthodes de recherche, mais aussi dans l'audace de questionner, dans le courage de se demander « et si les choses étaient différentes de ce que nous avons toujours cru ?» Galilée a influencé tous ceux qui sont venus après lui. Kepler a trouvé dans ses découvertes une preuve qui renforçait ses lois sur les orbites des planètes. Et Newton s'est appuyé sur ses fondations pour élaborer le plus grand système mathématique de description de l'univers. Même Einstein, des siècles plus tard, le considérait comme l'un des fondateurs de la méthode qui lui a permis de voir l'univers d'une manière nouvelle. Mais plus important encore, l'héritage de Galilée a dépassé le cercle des scientifiques et des philosophes pour entrer au cœur de l'homme ordinaire. Chaque individu a commencé à ressentir que la vérité n'appartient pas aux élites, mais qu'elle est quelque chose que l'on peut rechercher à la fois avec les yeux et l'esprit. Il a ouvert la porte aux gens pour qu'ils se libèrent des chaînes de l'ignorance et pour qu'ils construisent une société qui considère la raison comme un outil sacré. Réfléchissez un instant. Comment l'étincelle est-elle partie d'une petite chambre à Florence, là où Galilée, dans sa solitude, écrivait ses derniers mots à chaque continent de la Terre? Comment elle est passée d'un papier jauni écrit à l'encre, à d'immenses laboratoires, à des vaisseaux spatiaux, à des satellites flottant dans le ciel? C'est un voyage extraordinaire. Un voyage qui nous dit que chaque idée sincère, aussi petite soit-elle, peut changer le monde entier. Et peut-être que la plus belle caractéristique de l'héritage de Galilée est qu'il n'est pas mort avec lui. Des siècles après son procès, lorsque l'Église a reconnu son erreur et a déclaré que Galilée avait raison, cela a été comme un témoignage tardif que la vérité ne se laisse pas enterrer. On peut faire taire la voix, mais on ne peut pas faire taire la lumière. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde immergé dans la technologie, des smartphones au voyage dans l'espace, nous oublions parfois que toutes ces réalisations trouvent leurs racines dans ces premiers instants. À un homme assis dans le silence de la nuit, pointant une petite lentille vers la Lune et écrivant ses observations sur du papier simple. Imaginez un instant, si seulement Galilée n'avait pas osé regarder, s'il n'avait pas levé le télescope, s'il n'avait pas écrit ce qu'il avait vu, malgré la peur, à quel point notre monde serait-il différent aujourd'hui? Aurions-nous connu les lois de Newton? Serions-nous parvenus à l'électricité, aux avions et aux ordinateurs? Aurions-nous vu les images des galaxies lointaines capturées par les télescopes géants? Peut-être que notre voyage aurait été plus lent, et peut-être que la nuit aurait été plus sombre. Mais le courage d'un seul homme a changé le cours de l'histoire. Et dans cette méditation paisible, nous comprenons que l'héritage de Galilée ne se limite pas au passé. Il vit avec nous aujourd'hui, dans chaque étudiant qui lève les yeux vers le ciel et se demande ce qu'il y a là-haut, dans chaque enfant qui s'interroge. Pourquoi les choses tombent-elles au sol? En chaque personne qui refuse de se contenter de réponses toutes faites et décide de chercher par elle-même. C'est là le véritable sens de son voyage. Ce n'est pas seulement une histoire de science, mais l'histoire d'une humanité en quête de vérité. C'est une invitation pour nous tous à continuer de regarder, à continuer de s'interroger, à continuer de rêver. Car la science ne s'arrête ni à Galilée, ni à Newton, ni à Einstein. C'est plutôt un fleuve ininterrompu auquel chaque génération ajoute une nouvelle goutte. Et en ce moment même, nous faisons partie de ce fleuve. Ainsi, nous refermons le livre de Galilée.
mais nous ne refermons pas son voyage. Nous le laissons reposer dans sa mémoire pendant que nous continuons à avancer sur le chemin qu'il a tracé. Si vous pouviez voyager dans le temps et vous asseoir avec Galilée lors de cette nuit où il a pointé sa lunette vers le ciel pour la première fois, quelles questions lui poseriez-vous? Partagez vos idées dans les commentaires, car chacune de vos réponses prolonge l'esprit du dialogue qu'il a entamé il y a 4 siècles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre de nouveaux voyages avec d'autres savants. Des voyages paisibles qui vous emmènent entre les étoiles et l'histoire, et vous accompagnent jusqu'à ce que vous fermiez les yeux en paix.